Ça peut commencer presque innocemment sur TikTok, Snapchat ou même au collège. La prostitution des mineurs en France connaît une augmentation inquiétante. Derrière ce terme, des adolescents, essentiellement des filles, qui basculent dans un engrenage de violence et d'isolement. Loin des idées reçues, ce phénomène touche aujourd'hui toutes les régions et tous les milieux sociaux et bouscule nombre de certitudes. Comment, tout juste sorti de l'enfance, bascule-t-on dans le proxénétisme ou la prostitution ? Quelle responsabilité du monde des adultes? Les réponses sociales, éducatives, judiciaires sont-elles à la hauteur? Au micro, la voix est libre, c'est maintenant sur France 24. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci de nous rejoindre à la Cité Audacieuse, un lieu dédié à la défense des droits des femmes. Christophe Molmy, vous êtes ancien patron de la BRI. Vous dirigez la Brigade des mineurs de Paris, la BPM, où vous avez créé un service d'enquêteurs spécifique pour faire face à la recrudescence du nombre de mineurs en situation de prostitution. Ariane Morel, vous cofondez l'association Méduse en 2021 dans le cadre du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. Votre collectif est spécialisé sur la prévention et les questions numériques. Vous mettez la jeunesse au cœur de la prévention, si j'ai bien compris. Et enfin, Louise-Marie Giacomuzzo, vous faites partie du mouvement d'UNI, un mouvement abolitionniste qui lutte contre la prostitution sous toutes ses formes. Aujourd'hui, vous y accompagnez des victimes et des profils à risque. Le mouvement d'UNI a d'ailleurs imaginé un très beau podcast qui s'appelle La vie en rouge et qui donne la parole à d'anciennes victimes en longueur. Parmi elles, Ambre, dont le témoignage anonyme jalonnera notre débat. Et tout d'abord, pour commencer, quelques éléments très factuels. Les chiffres aussi entre 7 000 et 20 000 mineurs prostitués en France, selon différentes estimations. En 10 ans, le nombre de cas recensés par la justice a été multiplié par 10. C'est énorme, avec un âge moyen d'entrée en prostitution de 15 ans. Alors déjà, peut-être, Ariane Morel, est-ce que vous l'aviez vu venir sur le terrain, justement, ce phénomène ? Alors, pour recontextualiser, avant de cofonder l'association Méduse avec ma collègue Gladys Angelard, toutes les deux, on accompagnait des mineurs victimes de prostitution dans le 93. Donc, c'est un peu partie de ces constats-là qu'on a eu envie de monter notre association pour agir surtout en prévention. Parce qu'on voyait dans nos accompagnements des jeunes de plus en plus jeunes, ou alors que leur situation était repérée très tard par les professionnels. Donc on s'est dit qu'il fallait mettre le paquet sur la prévention au plus tôt. Donc nous, on agit dès 11 ans. Et surtout, outiller les professionnels pour repérer au plus tôt aussi ces situations de violence. Parce que des fois, on trouvait ces jeunes de retour de fugue à l'aube de leurs 18 ans. Mais en fait, ils et elles étaient en situation de prostitution depuis bien plus longtemps avant, notamment 13-14 ans. D'accord. Christophe Molmy, vous, à la Brigade des mineurs, comment vous avez senti un peu ce phénomène poindre? Comment vous l'avez aperçu? Alors d'un mot pour revenir sur vos chiffres, quand vous parlez des chiffres qui ont décuplé, ce ne sont pas les chiffres de prostitution, mais de proxénétisme. Sans faire un cours de droit, la PJ travaille sur le proxénétisme. Le proxénétisme, c'est tirer profit de la prostitution de quelqu'un d'autre. La prostitution, c'est vendre son corps, et l'usage de la prostitution, c'est être un client. En France, pour rappel, la prostitution n'est pas réprimée par la loi. Donc les prostituées ne sont pas poursuivies parce qu'elles vendent leur corps. Et en effet, le chiffre dont vous parliez, qu'aussi autour de 15 000, c'est un chiffre noir qui n'est pas vraiment vérifié, mais qui doit être pas loin de la réalité, qui à mon avis est dans ça même. C'est le nombre de jeunes filles mineures qui commencent vers 11 ans, à la BPM, on a vu la plus jeune à 11 ans, jusqu'à 17 ans, et qui vendent leur corps. Le proxénétisme est très particulier, donc ça induit que des individus tirent profit de la prostitution de quelqu'un d'autre, soit des jeunes filles ou des jeunes hommes. C'est des jeunes, les proxénètes, ils ont rarement plus de 25 ans. On a autant de femmes que d'hommes, d'ailleurs, actuellement. Et ces affaires de proxénétisme ont décuplé. On est passé d'une douzaine à peu près en 2013 à une centaine fin de l'année dernière. Alors, c'est pas par hasard. C'est parce que 2012-2013, notamment, c'est le début de l'essor des réseaux sociaux. Très rapidement, avant, le proxénétisme et la prostitution étaient matérialisés, territorialisés. C'est-à-dire qu'une jeune femme, plus ou moins jeune, vendait son corps à un endroit, à un coin de bois, dans un véhicule sur les maréchaux. Donc c'était territorialisé et forcément ça grevait, ça amenait tout un réseau de banditisme, de criminalité organisée qui profitait de ça. Il était assez rare d'avoir des prostituées qui étaient seules en fait. Elles étaient tout de suite prises en charge par des réseaux criminels.
y compris des réseaux communautaires internationaux, comme on a connu en dernier lieu avec les Nigérianes ou l'Amérique du Sud. Actuellement, et depuis l'essor des réseaux sociaux, on a des jeunes filles qui y ont ubérisé en quelque sorte, enfin c'est pas elle d'ailleurs, c'est la société qui a ubérisé la prostitution, et qui vont toutes seules directement, pas toujours, hein, il y a aussi l'action de proxénètes, mais certaines vont toutes seules directement sur les réseaux sociaux pour se vendre. Le problème aujourd'hui, c'est que de leur chambre d'ados, alors il y a tous les profils, hein, il y a tout type de prostituées. Il y en a sous le joug des proxénètes, celles qui ne veulent pas du tout, celles qui veulent mais qui travaillent avec d'autres. On va y aller étape par étape, voilà. vous allez vite. Mais vous avez aussi des jeunes filles qui, toutes seules dans leur chambre, par l'ouverture de leur téléphone, la fenêtre de leur téléphone portable, peuvent contacter des gens de tout horizon, soit qui font la promotion de la prostitution, d'autres jeunes filles qui vont leur dire c'est super, tu peux gagner beaucoup d'argent, et elles sont influençables, ou des proxénètes qui leur offrent la possibilité de rentrer dans des réseaux de proxénétisme. Donc elles sont touchées en direct par les réseaux sociaux. Alors qu'auparavant, il fallait se vulnérabiliser par son parcours, et toutes les jeunes filles ne se retrouvaient pas à un moment approchées par des proxénètes ou des vendeurs de drogue. Il y en a qui étaient très préservés, y compris dans les campagnes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux touchent tout le monde, partout. Donc il n'y a plus de limite. Louise-Marie, sur ce phénomène de rajeunissement, vous qui travaillez justement sur cette question de la prostitution plus largement, est-ce que vous l'avez vu venir, cette arrivée de la prostitution des mineurs sur ces plateformes ? Vu venir, peut-être pas. Après, c'est venu assez progressivement quand même, le rajeunissement. Là, ça devient vraiment de plus en plus jeune. Je suis plutôt d'accord, on est plus sur du 11-12 ans, sur les premiers actes prostitutionnels. Alors, j'ai pas de raisons qui vont expliquer ça. Peut-être, c'est vrai, l'influence des réseaux sociaux qui vont venir banaliser, romantiser, voire inciter à s'inscrire sur des plateformes numériques privées ou alors avoir recours aux activités prostitutionnelles. Mais je l'ai pas. Moi, personnellement, je l'ai pas vu venir plus que ça. Et quand vous dites les premiers actes prostitutionnels, donc on a le chiffre de 11 ans qui est tout à fait effrayant. Je pense qu'on peut en convenir. On pense à quoi, les premiers actes prostitutionnels ? Qu'est-ce qui doit nous alerter, en fait ? Parce qu'il y a vous parlez aussi beaucoup dans votre mouvement de situations pré-prostitutionnelles. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les premiers actes prostitutionnels, en tout cas de ce que je vois de ma réalité au quotidien, ça va être les premiers viols commis par les proxénètes, ce qu'on appelle les viols tests. Donc, quand on parle du pré-prostitutionnel, c'est parce qu'on remarque que les jeunes filles et les jeunes hommes qu'on accompagne sont, pour la très grande majorité, déjà des victimes de violences sexuelles, ce qui va venir favoriser l'entrée dans la prostitution, favoriser le travail, en fait, faciliter le travail du proxénète pour l'emmener très progressivement vers les activités prostitutionnelles. Mais aux alentours de 10, 11, 12 ans, en tout cas de ce qu'elle témoigne, ce qu'il et elle témoigne, ça va être ce qu'on appelle le viol test. Donc, c'est-à-dire le proxénète qui le ou la proxénète, hein, parce qu'il n'y a pas que des hommes en effet, qui vont violer littéralement le jeune ou la jeune pour l'abattre et pour derrière plus facilement l'exploiter sexuellement. Mais comment on fait pour en arriver là ? Est-ce qu'il n'y a pas justement avec les réseaux sociaux tout un dégradé de possibilités, c'est-à-dire, c'est ce qu'on entend un petit peu, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire sur un site, mettre peut-être une photo à peine dénudée, ça peut commencer par un pied, ça peut ensuite être une épaule, etc. Ensuite, on va plus loin. Qu'est-ce qui doit nous alerter, en fait, et à quel moment on rentre dans une situation prostitutionnelle ? Est-ce que ça, c'est des choses que vous étudiez un petit peu ? La vente de photos et de vidéos à caractère pornographique, c'est une première entrée dans la prostitution, oui. Dans la loi, c'est pas considéré comme de la prostitution, mais c'est le premier pas vers le piège, en fait. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est très progressif. Au début, c'est les pieds, puis après, c'est le genou, puis après, on monte, et on finit par la prostitution et la violence sexuelle avec un client en face du jeune ou de la jeune. En revanche, je pense pas qu'il y ait un chemin. Il n'y ait pas une manière d'entrer dans la prostitution. Là, on parle de vente de photos et de vidéos à caractère pornographique, mais ça peut être aussi une relation amoureuse, ça peut être une amitié qui est toxique, qui est violente, ça peut être un parent, ça peut être... Il y a vraiment plein de chemins qui mènent à la prostitution. Justement, voilà. Peut-être qu'on peut commencer par un des premiers extraits de cet entretien que j'avais eu avec Ambre sur ses débuts à elle dans la prostitution. Donc cet homme, je le rencontre en fait quand j'ai 14 ans. Et déjà à l'époque, il a des comportements de proxénète en fait. Il me demande tel acte avec tel ami. Il est
assez contrôlant déjà dans sa façon d'être avec moi. Ensuite, je le vois plus pendant quelques années, puis je retombe sur lui adulte. Et là, va s'engager une espèce de relation qui va être extrêmement éprouvante pour moi, puisque moi, je voulais une histoire d'amour avec lui, c'était clairement pas ce que lui voulait. Et pendant 2 ans, en fait, il va me casser chaque semaine, me violer, en fait. Et si je veux juste avoir ne serait-ce que des miettes de tendresse, il faut que je couche avec lui. Donc très vite, ça devient beaucoup plus sombre, jusqu'à justement à la fin de ces 2 ans de relation, où en fait, il va m'amener dans un appartement et où il va me demander d'avoir des rapports sexuels avec des connaissances à lui. En fait, et je suis presque sûre qu'il a reçu de l'argent à ce moment-là. Je ne pourrais jamais avoir la certitude, mais j'en suis presque sûre. Donc sur ce profil des loverboys, est-ce que vous, c'est des choses que vous constatez? Vous parliez des proxénètes tout à l'heure. Comment... Pas particulièrement les loverboys, non. Ça peut arriver, mais je vous dis, il y a tout type de profil. Mais pour répondre autrement à la question que vous posiez sur les signes, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, notamment pour les adultes qui voient ça avec le recul, notamment les quarantenaires, les cinquantenaires qui sont horrifiés, c'est un changement profond de paradigme de logiciel aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face. La première marche du problème, c'est la pornographie. C'est-à-dire l'entrée de la pornographie, de la consultation de la pornographie à partir de 8 ans à peu près, et qui devient massive dès 11-12 ans. Alors, évidemment, tous les enfants qui regardent du porno vont pas aller avoir des relations et aller derrière se prostituer. C'est pas ce que je dis. Je dis que la banalisation de la pornographie et l'omniprésence du porno dans cette société aujourd'hui, y compris pour les mineurs, fait que c'est transversal et on trouve ça partout, quoi. Et ça crée un terrain favorable à ça. Et ça pousse les enfants, parce que ce sont des enfants à 11-12 ans, à avoir des relations de plus en plus jeunes. Parfois simplement, pas parce qu'ils ont été victimes de quoi que ce soit, mais parfois par simple mimétisme. 12 fois à peu près par an, pas plus, mais quand même 12 fois par an à la BPM. On a des affaires en maternelle, avec des enfants qui en maternelle reproduisent des actes sexuels parce qu'ils ont vu des vidéos porno. Donc vous voyez, tout ça crée un contexte hyper sexualisé, où certaines jeunes filles, puisque c'est souvent des jeunes filles, parfois sont plus fragiles, et donc parce qu'elles ont eu déjà des rapports, vont avoir un parcours dysfonctionnel, vont être prises en main par des garçons ou pas, et puis vont déraper. Mais elles sont très vulnérabilisées par ça, les garçons aussi, mais notamment les jeunes filles, très tôt et beaucoup trop tôt, alors que moi je suis beaucoup plus vieux, mais de ma génération, on n'était pas exposé au porno lorsqu'on avait 8-10 ans, quoi. Donc ça explique pas tout, mais ça crée un socle. Je me permets de vous interrompre car ça fait déjà 12 minutes que nous sommes ensemble. C'est donc terminé sur France 24, mais vous pouvez nous retrouver sur les plateformes, sur YouTube et en podcast si vous n'y êtes pas déjà. Pour poursuivre sur cette question de la pornographie, le tout pornographique, vous êtes effectivement très en contact avec des collégiens, des lycéens. Quel retour vous avez sur cette atmosphère et ce monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui ? Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on axe beaucoup sur la prévention auprès des victimes, mais il ne faut pas oublier que la prévention, elle s'attache aussi à prévenir le devenir proxénète et le devenir client. Donc c'est pour ça que notamment en milieu scolaire, on intervient en mixité, parce que c'est très important aussi de parler de cet aspect de la pornographie notamment, ou de la banalisation des violences sexuelles au sens large dans les contenus que regardent les jeunes. Est-ce qu'ils le perçoivent comme des violences, ou est-ce qu'on est justement dans une nouvelle normalité ? On peut dire une nouvelle normalité, mais nous, on permet d'ouvrir la parole là-dessus. Mais quand des jeunes nous disent, en fait, j'ai vu plein de choses sur Telegram, des vidéos de viol, au début, ça m'a choqué, maintenant ça me fait plus rien, on voit que ça a un impact. Et puis après, ils peuvent nous dire, il et elle, ces jeunes, j'ai pas envie d'aller en parler à mes parents ou à un professionnel, parce que ça va me retomber dessus, on va m'empêcher d'avoir mon téléphone. Donc ils sont... il et elle un peu pris au piège dans des contenus très violents, à la fois pornographiques, mais je le précise aussi de violences sexuelles ou de violences tout court, parce que sur ces plateformes sans modération, c'est pas que du contenu à caractère sexuel, malheureusement, c'est une forme de banalisation générale de la violence, et avec lesquelles il et elle se retrouvent très seuls, qu'ils et elles ont du mal à en parler, parce que des fois, c'est des copains, des copines où ils se retrouvent ajoutés à des groupes auxquels ils n'ont pas demandé à faire part, et du coup, ils se retrouvent exposés sans savoir forcément comment réagir derrière.
Donc il y a un peu ça qu'on aborde avec les jeunes. Après, c'est aussi cette question des cyberviolences sexuelles. Quand même, cette généralisation de la divulgation, de la pornodivulgation sans consentement de photos ou de vidéos à caractère sexuel, notamment de jeunes filles, dans l'objectif de les vulnérabiliser. Et ce phénomène de réputation qui en découle, qu'on voit quand même beaucoup et qui anime beaucoup les écoles quand même quand on intervient dans le cadre de l'EVARS. Alors justement, si on doit faire le lien avec la prostitution des mineurs, dans quelle mesure justement ce que vous appelez les cyberviolences sexuelles peut être un marchepied vers la prostitution? On pourrait imaginer que ce soit l'inverse en fait. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui. Alors déjà, nous, par le passé, on avait beaucoup de jeunes qui étaient directement repérés sur les réseaux sociaux parce que victimes de cyberharcèlement, parce qu'on les traitait de putes, de salopes, et que à un moment, un proxénète venait les voir et leur disait bon, je sais qu'on dit ça de toi, est-ce que tu veux pas capitaliser dessus, en gros. Donc finalement, des jeunes qui finissaient par presque intégrer, on me traite comme ça. Qu'est-ce que ça va faire que je passe à l'acte, en fait? Elles étaient déjà tellement vulnérabilisées par ces phénomènes de réputation et d'isolement qu'elles pouvaient avoir à la fois sur les réseaux sociaux, à l'école et sur le quartier, en fait, elles y allaient, en fait, parce que déjà particulièrement fragilisées. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le podcast, avec cette jeune fille Ambre qui était traitée justement comme la prostituée du collège et qui finalement est allée au bout du truc, quoi. Oui. C'est-à-dire l'est devenue vraiment. Ça, oui. C'est des discours que vous entendez encore aujourd'hui sur celles qui en sortent, en fait. Alors, elles n'ont pas toutes été victimes de cyberviolence, mais c'est vrai que ça participe grandement en fait à les casser et à détruire l'estime qu'elles se portent. Et elles finissent par intégrer que, oui, finalement, ce sont des mauvaises filles, sont des putes, des salopes, comme tout le monde peut les traiter, et que donc, vu qu'elles ont cette réputation, à quoi bon? Et elles y vont, et les proxénètes profitent vraiment de ça. Vous l'avez super bien dit, il faut capitaliser dessus, autant en profiter. Ils rentrent un petit peu dans cette stratégie-là de manipulation, de dire mais moi je trouve pas que t'es une fille comme ça, moi je trouve que t'es plutôt une femme forte, t'es très courageuse, et en fait ce qui tourne de toi, toute la vie l'a déjà vu, donc maintenant tu vas faire de l'argent avec, et puis tu vas transformer ta vulnérabilité en force. Et vous l'entendez ce discours-là aussi? On a ces profils-là, ouais. En fait il y a un peu de tout, On a aussi des jeunes filles qui sont très vulnérabilisées, mais par la société dans laquelle elles vivent, qui sont exposées, ce sont des enfants, qui parfois sont exposés beaucoup trop tôt à la sexualité, ça les déborde. Moi, je me rappelle d'une qui disait, plutôt que me retrouver avec 3 mecs dans une cave, autant gagner de l'argent. Et en l'occurrence, personne ne l'avait forcée à se prostituer, mais elle avait été trop vite, trop tôt, et avec une certaine brutalité, mais pas forcément un dessein de la prostituer, mise dans des situations qui l'ont sidérée, et après qui la fragilisent, quoi. Il y a un peu de tout. On a aussi, ce que vous disiez dans le nombre, on a aussi des jeunes filles qui sont pas forcées à proprement dit par des garçons à se prostituer. Elles sont déconstruites par tout ce qu'on vient d'évoquer. Elles sont vulnérabilisées par le porno, par la sexualité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a régulièrement, on le voit dans nos dossiers, des comportements SM chez des ados. Bon, c'est un truc complètement surréaliste, mais ça revient. Donc tout ça, ça crée quelque chose d'assez violent pour elles. Et parfois, elles sont fragiles. Et donc, elles se disent, après tout, pourquoi pas gagner de l'argent avec ça? Elles arrivent à s'en convaincre. Quand même savoir que la majorité du temps dans nos affaires de proxénétisme, nous on traite des affaires de proxénétisme, les victimes, donc les prostituées, d'abord disparaissent pendant la garde à vue et puis très fréquemment se retournent contre nous, prennent la défense des proxénètes. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très complexe. Ça reste des victimes, bien évidemment, mais on les habitue à ça, on les formate à ça. La société les formate aussi à ça, dans une certaine mesure. Et il n'y a pas systématiquement des proxénètes. Il y a fréquemment, mais pas systématiquement. C'est le discours aussi de dire c'est mon choix, je fais ce que je veux. Justement, là-dessus, on peut peut-être écouter aussi Ambre. À un moment, quand on dit c'est mon choix, c'est une défense. C'est une défense pour se protéger soi, c'est une défense pour protéger les autres, la famille, etc. Même quand ils ne sont pas au courant, c'est une manière de rester autonome. Mais en fait, ce qu'il y a derrière cette autonomie qu'on prétend avoir, c'est des rhétoriques d'agresseurs, en fait. Parce que moi, ils ont passé tous mes 14 ans, les hommes m'ont dit « Mais c'est toi qui choisis. Mais attends, on fait ça entre adultes, à 14 ans. On fait ça entre adultes, c'est la sexualité, c'est la liberté, c'est normal. » Si j'avais dû me rendre compte à l'époque de la violence de ce que je vivais, c'est-à-dire
énormément de relations non consenties, sans désir, qui me dégoûtaient en fait. Je pense que c'est une protection du psychisme en fait de dire c'est mon choix. C'est pour ça que je suis très méfiante à l'égard de cet argument-là en fait, quand on l'utilise dans le cadre de la prostitution, qui est quand même l'exploitation du corps des femmes. Vous l'entendez ça aussi? Oui, on l'entend beaucoup et c'est quelque chose qu'on essaye dans nos interventions vraiment d'aller toucher auprès des jeunes parce que on sent un discours entendu dans la société que les jeunes vont répéter. Elle le veut bien, elle est consentante, mais en fait, nous, on passe beaucoup de temps à déconstruire déjà de partir de ce qu'est le consentement et en fait c'est pas si simple le consentement. Il y a quand même 5 points, donc on les retravaille avec les jeunes et notamment l'envie partagée et que à partir du moment où en fait il y a de l'argent, en fait on n'est pas dans une relation consentie, on est dans une relation inégalitaire. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui a le pouvoir par l'argent et d'amener quand même les jeunes à comprendre que c'est du coup une violence sexuelle à partir de ce moment-là. On entende ou pas qu'il y ait des proxénètes, même si nous, on voyait bien que les jeunes qu'on accompagnait, même si brièvement elles étaient sans proxénète, elles étaient tellement vulnérabilisées qu'à un moment elles étaient repérées par d'autres personnes, mais que de bien faire comprendre, notamment aux jeunes, que c'est l'acte prostitutionnel lui-même qui est une violence en soi. Et nous, dans les accompagnements qu'on menait, le moment où on parlait des clients avec les jeunes, c'était le moment où ça se brisait, en fait. C'est quand même une des premières violences. Une jeune que j'ai accompagnée qui, elle, a été repérée par un client sur la plateforme Coco à l'époque, qui a bien fait part d'elle par la suite. C'est un client qui lui a proposé une montée en enchères pour se voir pour un acte prostitutionnel. Elle n'a pas vu le risque, elle y est allée. Mais le moment où elle m'a parlé de cet acte-là et de comment elle s'est décomposée psychiquement et physiquement à la suite, c'est une réalité. Donc, il ne faut pas aussi avoir peur, je pense, dans les accompagnements, en effet, d'en parler, mais aussi que la société prenne conscience de quoi on parle, que c'est quand même cet acte-là et qu'il faut aussi agir sur le fait de prévenir le devenir client et qu'il y a quand même cette demande de jeunes, de plus en plus jeunes, à prostituer, mais aussi à consommer, en fait. Mais ça, c'est très juste, si vous me permettez. C'est aussi le regard qu'on porte sur la prostitution qui devient inquiétant. Pourquoi ? Parce que maintenant, alors pas seulement les prostituées, mais aussi les clients, tout le monde, on ne parle pas de prostitution, on parle d'escorte. Disent, moi, je ne suis pas une pute, je suis une escorte. Ou je suis allé voir une escorte, c'est pas pareil. Et en fait, doucement, insidieusement, il y a une certaine normalité qui s'est installée et qui fait que dorénavant, c'est pas si grave et c'est plutôt presque normal d'avoir une relation avec une escorte. Parce que, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, comment il justifie la différence entre escorte et il n'y en a aucune, c'est de la sémantique. Une prostituée, ça reste une prostituée, mais pour se donner des apparences d'autres choses, on dit mais une escorte, c'est réputé gagner plus d'argent, choisir ses clients, travailler dans des endroits plus clean, enfin voilà. Mais ça reste de la prostitution purement et simplement. Mais dans le langage, c'est devenu quelque chose de différent et dans l'attitude aussi. Et on voit aujourd'hui, moi je me rappelle d'une affaire il y a peu de temps, de jeunes qui fêtaient le 31 décembre, qui étaient des vieux mineurs, jeunes majeurs bientôt, et qui avaient invité des escortes. Et puis ça choquait personne entre eux. Enfin, c'est un truc quand même extraordinaire. Il y a 20 ans, 30 ans, on n'aurait pas invité des prostituées à une soirée, quoi. En tout cas pas dans les milieux habituels. Et c'est devenu quelque chose de presque normal. Et ce qui est terrible, c'est aussi, ça me semble important aussi de le rappeler, c'est l'imaginaire qui est véhiculé par certains sur les prostituées, dont certaines auraient réussi leur vie, dont je ne vais pas faire la promotion de leur nom, mais qui reviennent en boucle dans le discours des jeunes prostituées et qu'elles élèvent en exemple. Et donc pour elles, c'est un choix de vie. Et c'est quelque chose de respectable. Alors, et comme il y a encore une fois, à mon avis, il y a une palette extrêmement large de profils de prostituées, mais on a quand même ça qui revient aussi en boucle, c'est le fait de dire, mais en gros, la société a changé, vous n'êtes pas rendu compte, c'est normal, c'est un boulot comme un autre, et puis c'est tout à fait naturel d'aller voir une escorte. Il n'y a plus le même regard qu'il y avait auparavant, qui était quand même assez négatif sur les prostituées et les clients, qu'on conspuait et qui se cachaient. Aujourd'hui, on fait ça à ciel ouvert, quoi. Est-ce que justement, ce que dit M. Molmy, vous êtes d'accord avec ça ?
Avec la question du choix ou Oui. la vision de la prostitution? Non, la vision de la prostitution, justement, que en fait, c'est un peu OK aujourd'hui. J'en parlais tout à l'heure, c'est sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a quand même il y a une culture prédominante qui est hyper impressionnante, qui vient dire qu'en fait, c'est un moyen de gagner de l'argent très facilement. Et ça, c'est un peu le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'il faut gagner de l'argent très facilement, il faut atteindre un niveau de vie, une certaine réussite sociale et l'exposer sur les réseaux sociaux à travers diverses manières. Et on a des influenceurs et influenceuses qui font la promotion, soit des activités pornographiques, soit des activités prostitutionnelles, au sens large, c'est-à-dire la prostitution en tant que telle, mais aussi la vente de photos et de vidéos à caractère pornographique. Donc c'est vrai qu'il y a un discours ambiant qui vient dire que c'est cool, que c'est pas si dangereux que ça, et que c'est un travail comme les autres, et que finalement tout le monde en fait peut réussir sa vie au travers de ça. Ce qui est particulièrement dangereux parce que ce sont des adultes qui s'adressent à des mineurs. On l'a vu très récemment, il y a des influenceurs qui se sont fait interroger sur ces questions-là lors de commissions parlementaires, mais ils se rendent pas compte en fait de l'impact qu'ils ont sur ces mineurs-là quand ils sont en live et qu'il y a des millions de jeunes de 14, 15, 16 ans qui les écoutent, qui ont envie d'avoir leur vie, d'avoir leur prestance, leur charisme, et qui donc du coup seraient prêts à entrer dans ce piège-là. Moi, j'aimerais juste revenir sur un truc, sur la question du choix et sur la posture que les mineurs majeurs aussi compris peuvent avoir. C'est vrai qu'à premier abord, c'est assez perturbant quand une jeune fille de 14 ans nous regarde et me dit « Non, mais c'est mon corps, c'est mon choix, j'ai décidé, je suis en plein contrôle ». La phrase préférée, c'est « Non, mais je gère, tout va bien ». C'est une posture de survie, c'est une posture de protection, c'est des mécanismes de résistance, c'est être sujet et non pas être un objet. Donc c'est en déconstruisant et c'est en allant un petit peu plus profondément dans ce que c'est que la prostitution, les activités prostitutionnelles en tant que telles, c'est en nommant avec le cadre légal que, alors progressivement et au rythme des personnes évidemment, que les victimes finissent par faire tomber ce masque. Mais à quel moment, alors, entre le moment où elle est chez vous, dans vos locaux à la Brigade des mineurs, au moment où elles sont chez vous et elles sont déjà un peu sorties, en fait, d'affaires? Elles ne sont pas sorties. Non. Moi, j'accompagne pas que des filles. Alors, à quel moment, en fait, on arrive à briser justement cette résistance et on arrive à toucher autre chose? Il n'y a pas un moment, c'est-à-dire que là, c'est vraiment chaque individu gère la chose à sa manière. J'en ai qui arrivent et qui sont déjà parfaitement conscientes, en fait, des choses, et j'en ai qui sont dans une posture de non, je vois pas en quoi je suis une victime. Donc en fait, c'est comment elles vont être accompagnées, les différents professionnels qui vont être autour d'elles et d'eux. C'est important pour vous qu'elles réalisent qu'elles sont victimes, qu'elles se disent qu'elles sont victimes? C'est un passage obligé pour en sortir? À mes yeux, c'est pas un passage obligé. Enfin, j'oblige rien en fait sur les jeunes filles. Je les oblige même pas à sortir de la prostitution. Au Mouvement d'Uni, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on a un accueil inconditionnel. On ne demande pas à ces jeunes femmes de sortir de la prostitution pour qu'elles puissent bénéficier de notre accompagnement. Par contre, nous, notre travail, c'est de faire prendre conscience à ces jeunes filles et ces jeunes hommes la réalité de la prostitution. Alors qu'elles se reconnaissent victimes ou non, ça c'est propre à elles et à eux. Et on ne va pas plus vite que la musique, on ne leur impose pas des choses. Tout comme le vocabulaire, on parlait du vocabulaire, d'escorting, de michetonnerie, de travail. Moi, si j'ai une jeune fille de 14 ans qui me parle de travail, je ne vais pas venir placarder le mot prostitution, alors que je sais qu'elle n'est pas prête. D'accord. Je prends le temps et c'est très individuel. Et donc voilà. Je propose qu'on écoute Ambre qui va, je pense, rejoindre, en tout cas très bien illustrer votre propos. Je déteste cet argument de l'argent facile, c'est pas vrai. C'est des situations qui traumatisent les femmes et elles vont mettre toute une vie à s'en défaire. Par contre, je reconnais qu'il y a une accessibilité. Et aujourd'hui, on a, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec des sites comme OnlyFans, Mime, etc., une facilité à rentrer dans ce milieu-là. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même des pentes glissantes vers la pornographie, qui est de la prostitution filmée, et même la prostitution en dehors, l'escorting, comme on appelle ça. Moi, je pense qu'il y a fondamentalement un malentendu là-dessus. En fait, on fait croire aux victimes qu'il y a équivalence. On fait croire aux victimes que ce qu'elles perdent ou ce qu'elles donnent, en fait, ce qu'elles subissent, est égal à ce qu'elles vont gagner. Là-dessus, est-ce que vous avez une réaction justement sur cette espèce d'appât du gain où en fait on se dit que son corps est... Voilà, c'est un commerce comme un autre? Déjà, c'est comment reprendre, avoir une
l'impression de reprendre le contrôle de sa vie, des fois à un moment par rapport à ce que les victimes ont vécu avant. Donc nous, on dissociait jamais l'exploitation sexuelle, parce que je pense que c'est aussi important de faire attention en effet aux mots. Vous parliez de l'overboy, nous on s'attachait beaucoup à dire petit ami proxénète. En fait, c'est des choses où on a du mal des fois, mais c'est partout, hein. Même nous, on se questionnait beaucoup dans ce qu'on disait par le passé, mais toujours être vigilant à ce qu'on va transmettre comme première fenêtre aux jeunes dans nos mots. Parce qu'on est peut-être le seul ou la seule professionnelle à lui dire qu'en effet c'est une violence, mais peut-être que là c'est pas le moment de son déclic à elle ou à lui pour sortir de la prostitution, mais cette personne l'aura entendu et on n'aura pas banalisé ce qu'elle vit, cette personne. Donc je pense quand même que c'est des moments à un moment, les proxénètes ont bien repéré ces vulnérabilités et c'est à un moment ce que ça vient faire, comme j'aime pas trop ce mot, de bénéfice secondaire, mais à nous aussi d'entendre ce qui a été à un moment un bénéfice pour ces jeunes. Est-ce que c'était fuir un milieu toxique, violent? Est-ce que c'était une manière de s'émanciper? Est-ce que c'était une manière d'appartenir à un groupe? Parce que nous, on avait beaucoup de jeunes, c'était... en fait, c'est ma famille. Bah oui, ma famille, elle me perpétue des violences sur moi. Bah là, je suis dans une sorte de colocation avec des personnes qui me donnent cette illusion que je suis bien, je suis aimée. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui va venir à un moment répondre à des failles que ces jeunes ont par rapport à leur parcours qui est émaillé de violence. Donc avant même de parler des fois des actes prostitutionnels et des violences prostitutionnelles, nous on essayait de guider ces jeunes vers qu'est-ce qui à un moment est venu combler cette faille première et parler des premières violences aussi. Pour revenir, parce que vous évoquiez les proxénètes, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui sur les... Est-ce qu'on parle de réseau? Est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est comment dire, c'est individuel? Est-ce qu'il y a un schéma, en fait, qu'on puisse essayer de comprendre? Déjà, a priori, parce que des choses peuvent nous échapper, mais a priori, il n'y a plus de réseau très structuré, très organisé, communautaire ou pas. Il y a des dizaines d'années, la prostitution et le proxénétisme, c'était l'apanage du grand banditisme. C'est plus ça du tout. Aujourd'hui, sont des gamins, en fait. Ceux qu'on a en garde à vue sont généralement des gosses qui ont moins de 25 ans. On est plutôt dans une forme d'opportunité. Alors certains sont plus construits que d'autres. Il y a toute une palette en fait. On en a qui ne comprennent même pas pourquoi on leur parle de proxénétisme, qui disent mais moi c'est ma copine, j'ai juste fait le boulot de la protéger, ou j'ai essayé de l'aider, ou j'ai pris la chambre pour lui rendre service. Et puis il y a ceux qui vont au-devant des filles sur les réseaux sociaux en proposant des packs. Pack, c'est si tu viens bosser avec moi, je m'occupe de trouver les clients, le lieu, je te fournis les préservatifs, je te protège et je prends 50%. Donc il y a un peu tous les profils. Mais ça reste quand même du petit banditisme. On n'est pas face à des organisations criminelles très structurées avec des gens extrêmement dangereux. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas arriver. Ça reste une préoccupation quand même parce que moi j'ai le recul que d'à peu près 5 ans et en 5 ans on sent les proxénètes de plus en plus organisés, de plus en plus violents, de plus en plus structurés. Donc on n'est pas encore sur une organisation criminelle au sens propre, mais il faut qu'on soit prudent parce qu'il y a beaucoup de profits derrière ça. Il y a énormément de profits. C'est plus simple que les stupes. Les stupes, est-ce que vous estimez qu'il y a eu peut-être certains disent qu'il y a eu une bascule justement du narcotrafic vers le proxénétisme de cité, qui est déjà un concept un peu compliqué. Pas comme on l'entend, si vous voulez. Les gens qui gagnent énormément d'argent sur le narco, ceux qui sont à la tête des trafics, eux, ils n'ont aucun intérêt à aller se mêler de prostitution de jeunes filles. En revanche, ceux qui font les choufs, ceux qui gagnent une misère, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui travaillent dans les stupes, qui sont des salariés du stup, qui gagnent juste de quoi survivre. Et donc, c'est dans cette masse qui est en bas de l'échelle sur le trafic de stupes qu'on va se nicher des garçons qui vont se dire à un moment, je peux gagner beaucoup plus avec les filles. Mais ceux qui gagnent énormément d'argent, non, il n'y a pas encore assez d'attrait pour ça. En revanche, c'est des garçons qui, dans le trafic de stupes, auront appris comment échapper à la police, comment être prudent avec la téléphonie, avec les surveillances, qui se seront structurés d'un point de vue criminel, ça oui. Mais on est pour l'instant sur un champ qui est inquiétant, mais qui n'est pas encore du grand banditisme. Mais encore une fois, je vous le redis, il faut avoir une vraie attention parce que
il n'est pas interdit de penser qu'à un moment, des voyous beaucoup plus dangereux et beaucoup plus déterminés décident de mettre la main sur des gros volumes de jeunes filles. Parce que pour l'instant, on est sur des petites équipes. On a 2, 3, 4 filles qui travaillent pour des garçons, mais moi, j'ai jamais vu 30, 40 filles sous la coupe de proxénètes. Mais ça pourrait arriver. Tout va tellement vite aujourd'hui qu'il faut être prudent. Vous estimez qu'aujourd'hui, dans vos services, vous êtes en capacité de lutter justement contre ce proxénétisme ou vous êtes un peu dépassé ? Dépassé. De toute façon, on est face à une réalité, vous le disiez, qui a décuplé. Maintenant, de proxénétisme, j'entends. On a eu une centaine d'affaires l'année dernière avec l'ensemble des services. Il y a non seulement la BPM, mais il y a d'autres services de police judiciaire qui travaillent dessus, notamment en banlieue. Aujourd'hui, on est en capacité de faire face à ça. Mais du proxénétisme, j'entends. La vraie problématique dans cette question, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la prostitution n'est pas réprimée. Les proxénètes le sont. Mais pas les clients en réalité, parce que normalement ils sont poursuivis. Il y a une législation, il y a des infractions, il y a des contraventions plus ou moins graves, voire des crimes. Vous pouvez nous rappeler un petit peu juste l'éventail pour la clientèle? Alors, et j'ai plus la pénalité en tête, ouais. Mais oui, c'est une contravention lorsqu'il s'agit d'une majeure, en récidive qui est plus lourde. En général, c'est des peines pécuniaires. Lorsque c'est une mineure, c'est tout de suite une peine beaucoup plus grave. Et lorsque c'est en récidive, ça devient criminel. Et surtout quand on arrive à démontrer que le client avait la connaissance de l'âge de la jeune fille. Ce qui n'est pas toujours simple, mais qui parfois arrive. Mais donc, c'est gradué et ça monte. Le problème, c'est que les services de police judiciaire travaillent sur le proxénétisme et n'ont pas le loisir de travailler sur les clients. Ceux dans les affaires sur lesquelles on traite, oui, mais on ne travaille pas spécifiquement sur les clients. Aujourd'hui, comme c'est numérique, ça échappe un peu aux services de sécurité publique. C'est-à-dire que, grossièrement, pardonnez-moi, mais il y a 20 ans, il suffisait d'aller dans certains endroits comme le cours de Vincennes ou de Nation, et puis toutes les voitures qui étaient garées, on savait qu'il y avait une prostituée avec un homme. Comme tout se passe sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de mal à savoir où c'est. Et la conséquence de ça, c'est que l'année dernière, par exemple, il y a eu 1200 contraventions dressées contre des clients, tout cumulé, majeurs et mineurs. Donc vous voyez bien, c'est une industrie qui est énorme, avec une répression de la clientèle qui est quasiment inexistante, et des services de PJ qui sont efficients, mais qui se tournent vers les proxénètes, qui pour l'instant ne sont pas systématiquement présents lors de la prostitution. Donc on a un creux, on a un problème d'appréhension du phénomène, et notamment mouvant, des clients qu'il faudrait, à mon avis, réprimer beaucoup plus durement et avoir les moyens de le faire. Oui. Vous voulez réagir là-dessus? Oui, les clients de la prostitution, c'est, je pense, l'angle mort. On n'en parle pas. On ne parle pas de qui sont ces hommes. C'était juste après. Qui justement profitent du corps de ces femmes et de ces hommes. La soi-disant difficulté de prouver qu'ils savaient qu'elles étaient mineures, elle est très facile. Sur les sites de prostitution, les mineures, elles sont toutes classées entre 18 et 20 ans. Il y a un champ lexical qui existe, qui relève également de la pédocriminalité, de tous ces forums un petit peu sombres. Oui, avec des pédocriminels qui vont avec. Entre eux. Il y a des codes où ils savent très bien en fait ce qu'ils vont faire. Alors évidemment, quand ils se retrouvent devant les services de police ou de la justice, ils vont pas dire qu'ils savaient qu'elles étaient mineures, mais ils le savaient rien qu'au niveau du tarif. C'est plus cher d'avoir un rapport sexuel avec une mineure. Donc, je pense que il faudrait mettre plus l'accent sur les clients et il y a plein d'angles morts, notamment le fait quand on a recours à la prostitution, enfin quand on est accusé d'avoir eu recours à la prostitution, que ce soit sur les mineurs ou sur les majeurs. Moi, quelque chose qui me révolte assez et qui révolte également les jeunes filles que j'accompagne, c'est que ces clients sont rarement poursuivis pour viol également. Donc en fait, il n'y a que la moitié de ce qu'elles ont subi qui peut être réparé entre guillemets par la justice et la reconnaissance de victimes de viol arrive très rarement. Ça, c'est un angle mort. Donc il y a un vrai travail à faire sur les clients. C'est pas suffisant. Vous voulez réagir aussi, peut-être Ariane, sur les clients, justement? Oui, je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est quand même, en effet, l'angle mort. Il faut quand même préciser que depuis 2021, parce que toutes les lois sur les violences sexuelles faites aux mineurs, ça a du coup engendré qu'un client qui a recours à la prostitution auprès d'une mineure de moins de 15 ans, il peut être poursuivi pour des faits de viol sur mineur, donc quand même encourir 20 ans de prison. Mais on voit bien que dans les faits, même récemment, il y a eu un procès dans le 94, ça n'a pas été retenu. Donc en fait, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui
dans la répression réellement faite auprès de ce qu'on considère comme des pédocriminels qui vont réellement à la recherche de mineurs, parce que nous, on avait quand même des jeunes qui nous disaient, il y en avait alors qui les disputaient, hein, ah mais qu'est-ce que tu fais là, tu devrais être à l'école, mais qui finalement y allaient quand même monter dans la chambre, d'autres qui leur faisaient un peu la morale, mais finissaient par les prostituer derrière. Donc, en fait, on voit bien que et puis se défaire de cette image, c'est vraiment n'importe qui, n'importe quelle classe sociale, les clients. Nous, on déconstruit beaucoup avec les jeunes cette question de la misère sexuelle. Oui. Nous, des fois, on a quand même des jeunes en prévention qui, de premier abord, nous disent « Ah bah là, je viens de comprendre que j'ai peut-être pas le droit de violer ma femme, du coup, j'ai le droit d'aller voir une prostituée. » Alors, voilà, quand même des... Attends, des jeunes de quel âge vous dites ça 14-15 ans. Donc, il y a quand même des choses à déconstruire aussi dans l'image de la possession, de l'objectification qu'on fait, voire de la réification carrément du corps des femmes. Donc c'est quand même un gros travail que nous, on essaye de mener en prévention. Petite question juste par rapport à ça. On sait que les discours masculinistes sont très forts aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez une incidence justement dans l'état d'esprit des jeunes garçons aujourd'hui ? Et donc, peut-être une autorisation, un blanc-seing sur ce genre de questions de prostitution. Alors, nous, on commence vraiment de plus en plus à percevoir dans nos interventions ce discours un peu plaqué, où on sent qu'il y a une reproduction d'un discours de ces vidéos que nous, on a regardées aussi, vraiment désagréable à regarder, mais pour aussi se faire une idée de, en effet, à quel point c'est des reproductions de discours, quand même de personnes avec un argumentaire très bien huilé, très difficile à contrer, c'est-à-dire que nous, on peut amener des chiffres, des enquêtes, des choses. De base, on va nous rétorquer que c'est pas une bonne victime, que ce que nous, on raconte, c'est faux. Donc on voit que c'est très difficile à verrouiller parce que c'est en perfusion. Il faut imaginer que c'est des algorithmes que sur 3-4 heures de scroll que les jeunes vont se faire sur les réseaux, ça va être ces discours en permanence. Et en plus, ces jeunes-là vont peut-être pas avoir un contre-discours à la maison. Là, on voit aussi l'importance d'intervenir dans le cadre de l'EVARS, parce que si on l'a pas à la maison, qu'on a ça sur les réseaux sociaux, il faut que l'école prenne aussi son premier rôle pour contrebalancer tout ça. Elle le fait selon vous ? Non, il y a une volonté... un peu de retard sur ces questions-là. Voilà, il y a une volonté là, il y a quand même le nouveau programme qui est sorti. Nous, on voit qu'on est de plus en plus contactés dans ce cadre-là, sauf qu'en fait, avec quels moyens ? C'est-à-dire que nous, il y a des établissements qui nous contactent, mais on n'a pas plus de subventions de l'État ou des collectivités ou des collèges. Donc, en fait, on voit qu'il y a peut-être une prise de conscience, mais qu'il faut aussi qu'il y ait plus de moyens donnés pour que ces actions soient réalisées. 2021, il y a quand même de l'argent qui est alloué à cette question-là. Vous l'avez senti, perçu comment... Moi, je vois là, depuis justement le programme, c'est vrai que la question de l'EVRAS est un petit peu revenue au centre de la table. Mais qu'est-ce que vous appelez l'EVRAS ? L'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est obligatoire depuis la loi de 2001, à raison de 3 fois par an, du CP à la terminale. Le dernier rapport du CESE, justement, sur la question de l'EVRAS, seuls 15% des élèves interrogés l'ont eu une fois dans leur vie. D'accord. Donc, c'est quand même... C'est pas du tout appliqué. Nous, quand on intervient 1 fois 2 heures pour l'année pour un niveau. Rien que là, on respecte pas. Et on a l'impression, pour autant, de faire le mieux avec les moyens qui sont alloués, avec les équipes et surtout avec les établissements scolaires aussi qui veulent bien nous ouvrir leurs portes. Donc, sachant que les collèges sont aussi des lieux où peuvent commencer justement ces discours-là et les premiers actes. Et ça, il faut peut-être le rappeler aussi. Bien sûr. Il y a... dans de nombreux établissements scolaires des alarmes qui sont tirées sur des activités prostitutionnelles qui ont lieu au sein même du collège, des viols collectifs qui ont lieu au sein même du collège. Moi, je voudrais juste revenir sur le discours masculiniste que je perçois énormément quand je suis avec les élèves dans les établissements scolaires, où en fait, il y a 2 types de femmes, de filles. Il y a la fille qui a un faible body count, donc ça veut dire qu'il y a eu body count, c'est le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu dans notre vie, qui a un faible body count et qui donc
qui se rapproche du 0, et qui donc du coup est une femme à marier, la bonne femme, la femme qu'on peut présenter à notre famille. Et il y a l'autre femme, l'autre type de femme qui, elle, a un body count plus ou moins élevé, donc ça peut commencer à partir de 2, et qui, en fait, ces femmes-là, aux yeux des masculinistes, et ça on l'entend dans des bouches d'enfants qui ont 14-15 ans, ne sont pas des vraies femmes, pas des bonnes femmes. Et donc du coup, sur ces femmes-là, on peut tout se permettre. On peut se permettre d'être violent physiquement, psychologiquement, sexuellement, parce que finalement, elles sont mondiales, pour reprendre leurs termes, tout le monde leur est passé dessus, donc elles ne méritent pas tant de respect que ça. Et ça, c'est très très important pour comprendre à quel point ce discours-là va venir également favoriser l'entrée de ces jeunes filles dans la prostitution, comme on l'a dit au tout début, avec toutes ces histoires de cyberviolence, de réputation et de violences qui sont commises en fait sur ces filles-là dès le collège. C'est relativement effrayant. Je ne vous parle pas donc en tant que policier, mais en tant qu'homme, justement, sur ce discours-là qui commence à prendre de la place dans la société. Quel regard vous portez dessus ? Bon, déjà, tous les hommes ne pensent pas ça et ne se conduisent pas de cette manière-là. Il ne faut pas généraliser. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en effet chez les plus jeunes, parfois des discours qui sont étonnants pour des gens de mon âge. Un recul en arrière qui se ressent dans le discours. Avec une volonté, effectivement, de ramener la femme à la cuisine et à la mère de famille, qui est assez étonnant. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, moi, je me garde toujours des généralités. Ce qui est sûr, c'est que chez les clients, on constate qu'on a quand même... les clients, c'est pas tous des hommes de 30 à 50 ans. Hein. On a aussi beaucoup de mineurs. Ça commence au collège, notamment. Donc, on peut imaginer que le premier acte sexuel ait lieu avec une prostituée. Systématiquement, là aussi, il ne faut pas faire de généralité, mais ça arrive. On a des jeunes filles qui se prostituent dans les collèges et des jeunes qui sont clients. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que je vous parlais de cet exemple, mais on l'a souvent, de gamins qui font des soirées et qui font venir des escortes, parce que c'est normal, c'est rentré dans les mœurs. Donc, c'est devenu quelque chose d'accepté et d'acceptable, ce qui n'était pas le cas auparavant, quoi. Je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant des conséquences, qu'on avance un petit peu dans le débat. On va écouter Ambre peut-être une dernière fois là-dessus. Jeune, j'ai pas eu l'occasion de construire une sexualité saine. Donc en fait, ça a eu des conséquences effectivement aussi sur toute ma vie. La sexualité violente, malsaine, non consentie, avec tout ce que ça implique de détails sordides, de lieux sordides, etc. Voilà, moi j'ai eu des gros problèmes de santé mentale après. 10 ans après, j'ai été en hôpital psychiatrique plusieurs fois. Les relations familiales sont affectées, les relations amicales, les relations avec les hommes évidemment, et tous les hommes, tous. Parce qu'on a du mal après à voir ne serait-ce qu'un homme comme quelqu'un de potentiellement fréquentable en fait, quand on a vu tant de violence de la part de tant d'hommes. Donc ça bouleverse tout un monde en fait. Est-ce qu'on parle assez aujourd'hui dans le débat public des conséquences psychiques et physiques de justement ce passage par la prostitution ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est encore une fois, ça revient un peu à ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une image assez glamour de la prostitution sans pour autant parler des conséquences directes que ça a sur le corps. Que ce soit la santé physique ou mentale, Ambre en parle très très bien. Et il y a d'autres survivantes également qui en parlent très très bien. Je pense notamment au procès du porno, où les victimes ont récemment témoigné, notamment sur Mediapart, et qui parlent des conséquences de ces violences sexuelles sur leur intimité, leur rapport à leur corps, sur les différentes addictions aussi que ça peut entraîner, la recherche permanente de la dissociation dans la sexualité, donc la recherche de la violence, ce qui explique aussi en partie que parfois il y a des allers-retours qui se font, une fois qu'elles sont sorties, parfois elles y retournent. La rechute, ouais. Dans le podcast La Vie en Rouge, dans une des intros notamment, on peut entendre une survivante dire j'ai limite accro à ça en fait. Donc la recherche permanente de la dissociation, c'est une conséquence. Ça fait partie du stress post-traumatique. La dissociation, c'est ce phénomène, peut-être qu'on peut l'expliquer, on a le temps là, 5 minutes, c'est ce phénomène qui est une espèce un anesthésiant. Un anesthésiant au moment de l'acte, en fait, voilà. C'est ça, et qui devient ensuite un peu plus permanent. C'est quelque chose qui se passe lorsqu'on est face à un événement traumatisant, donc pas forcément de la violence sexuelle, c'est vraiment tout type d'événements traumatiques où en fait il y a un tel niveau de stress dans le cerveau que pour survivre, ce niveau cette partie du cerveau se met en off.
pour ne pas ressentir les émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas les coups, parce que les coups, elle peut les sentir, elle peut sentir le toucher, mais elle ne va pas ressentir la colère, la tristesse. Elle ne va pas ressentir ces émotions-là. C'est pour ça que, notamment dans la prostitution, on peut retrouver aussi énormément de femmes et d'hommes qui sont addicts à des substances type marijuana, les fameux gaz hilarants, parce qu'en fait, dans ces drogues-là, elles vont aller rechercher la dissociation, donc l'anesthésie, ne rien ressentir, être en off. Dans la violence sexuelle, dans les activités prostitutionnelles, elles peuvent également retrouver ça. Et c'est un lieu de sécurité pour elles. C'est un peu bizarre et c'est un peu schizophrénique de parler comme ça, mais c'est être en état dissociatif, c'est également se sentir en sécurité parce qu'on ne ressent pas. Donc, c'est hyper important de comprendre ces phénomènes-là. On les comprend très bien, en tout cas. Ouais, je me permets de reparler justement du podcast La vie en rouge. La vie en rouge, puisque c'est des heures et des heures de discussion avec des personnes qui nous expliquent justement tous les drames qui ont suivi. Ouais, tout à fait. Parlons peut-être un peu de prévention. Est-ce que la prévention aujourd'hui est suffisante? Comment s'organise-t-elle? Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Et quels sont les axes de prévention? Parce que vous avez dit il y a la discussion dans des collèges, mais franchement, est-ce que ça suffit? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Alors nous, à Méduse, on a pensé la prévention déjà en termes d'aller vers au maximum des jeunes partout où ils et elles sont. Donc on n'attend pas qu'il y ait des cas, on va vers tous les jeunes. On va vers tout le monde et on va aussi partout où ils et elles sont. C'est-à-dire qu'on va en centre social parce que c'est peut-être des jeunes qui sont déjà un petit peu déscolarisés. On va en centre de formation, de remobilisation de jeunes où là, on sait que ça peut être des jeunes qui ont eu des parcours avec déjà des fragilités, des ruptures, et que peut-être ils et elles sont plus vulnérables ou sont en situation de prostitution. On a une convention avec la protection judiciaire de la jeunesse, donc on va aussi là voir les potentiels proxénètes, clients, mais aussi des victimes, parce qu'on parlait beaucoup des proxénètes aussi femmes, mais il ne faut pas oublier que chez ces femmes proxénètes, il y en a beaucoup qui ont été aussi victimes de prostitution avant. Donc d'aborder la question sur tous les versants, donc de prévenir, devenir victime, client, proxénète, partout où sont les jeunes. D'ouvrir la parole, donc évidemment on l'ouvre pas de la même manière en collège avec 25-30 élèves qu'en centre social. Nous en centre social on a développé un escape game parce qu'en fait l'idée c'est d'aborder aussi le sujet de manière ludique, qu'on ait en fait une manière d'ouvrir le sujet qui soit pas sidérant. Et en fait, une fois qu'on ouvre la parole dessus, en fait, les jeunes ont beaucoup de choses à dire. Quand on parlait des réseaux sociaux, de tout ça, les jeunes, après, ils nous disent ce qu'ils voient, ce qu'ils voient sur les réseaux. Et du coup, ça permet, en partant d'eux, de nous déjà jamais être éloignés de ce qui se passe pour les jeunes, parce que ça va vite. Mais à ce stade, ils ont déjà vu. Ils ont déjà inscrit sur leur réseau, ils ont déjà eu accès à la pornographie. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être encore en amont, des décisions à prendre, justement? Est-ce que... alors, je sais que la pornographie, il y a des lois qui sont passées récemment. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous diriez, peut-être, M. Molmy, aussi là-dessus? C'est des décisions majeures qui doivent être prises. Si vous voulez plus que les jeunes aient accès au porno, il faut couper certains sites, purement et simplement. Aujourd'hui, ça fait sens pour vous? Oui. Ça ferait sens de couper justement l'accès à ces sites? Oui. Il ne faut pas faire de la demi-mesure. C'est bien ce qui a été fait déjà, c'est mieux que rien. Mais ça n'empêchera pas les gamins d'aller voir du porno. Ils achètent des VPN, ils demandent à quelqu'un de leur donner un accès, de leur envoyer sur des boucles, sur des réseaux sociaux, des films porno. Enfin, c'est comme de l'eau, tout ça, ça ruisselle, quoi que vous fassiez. Donc aujourd'hui, vous avez quand même des sites de prostitution. Vous pouvez aller les consulter si vous voulez, avec les prostituées, réputées toutes majeures, avec des commentaires de clients en France. Le problème, c'est que souvent, ce sont des sites qui sont à l'étranger. Donc il faut prendre des décisions. On vit pas. C'est toujours un problème d'équilibre entre les droits et les libertés. On n'est pas dans une dictature, donc on ferme pas Internet en claquant des doigts, et c'est tant mieux. Mais des fois, on tergiverse peut-être de trop. Mais il y a des sites, à mon avis, qui devraient être résolument fermés. Ouais. On tergiverse de trop? Oui. Oui. Oui.
Alors je suis d'accord, c'est vrai que les dernières mesures, elles sont peut-être pas suffisantes parce que... c'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. Et encore, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a une prise de conscience peut-être quand même. Il y a une prise de conscience... Enfin oui, il y a une prise de conscience certes, mais elle est, je suis assez d'accord, elle est pas suffisamment forte. C'est-à-dire que c'est plus des grands slogans pour dire oui, non mais les mineurs on va les protéger, c'est très très grave ce qui se passe, mais enfin les sites qui étaient censés fermer, ils sont ouverts aujourd'hui. Voilà. Et le discours prolifère. Et le discours continue, et les mineurs ont toujours accès à ça. S'ils y vont pas sur les sites internet, ils vont via Telegram, il y a 1001 façons aujourd'hui d'avoir accès à des sites pornographiques. Donc il faut une volonté politique qui soit ferme là-dessus. Il faut pas qu'il y ait de flou, il faut que ce soit clair, net, et que tout le monde soit d'accord sur le fait que les mineurs ne doivent pas avoir accès à ce genre de vidéos, qu'il faut les protéger. C'est pas une question de liberté à ce stade. C'est pas une question de liberté, c'est une question de protection, littéralement. Mais peut-être quand même ouvrir, parce que malheureusement, nous, à notre échelle, on n'est pas justement dans les décisions des lois, mais d'ouvrir la parole sur ce qu'il et elle voient. Parce qu'en fait, quand on est dans la banalisation de la violence dans la sexualité, de l'exposition de plus en plus tôt à des scènes traumatiques. Il y a une étude du Centre de victimologie de mineurs qui montrait bien que parmi les jeunes victimes de prostitution, une grande majorité d'entre elles et d'entre eux avaient leur première expérience sexuelle. Alors je mets des guillemets, c'est parce que quand on parle de viol ou d'avoir été contraint ou d'avoir regardé des pornos très violents, mais c'est quand même leur première interface avec la sexualité, c'est ça pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles. Donc déjà, peut-être, en effet, il faudrait fermer, je vous rejoins, un certain nombre de sites, mais aussi ouvrir la parole pour qu'on discute ensemble de c'est quoi ces images véhiculées dans ces films, dans ces vidéos, de l'image de la femme, parce que moi, je suis convaincue que quand on ouvre la parole, même avec des proxénètes, des jeunes proxénètes qu'on rencontre en milieu carcéral, eux, leur discours de base, c'est de dire mais moi, c'était facile, j'ai juste eu à rentrer dans la tête d'une fille, à manier une fille, et ça m'a coûté rien, parce qu'en fait, il y a tellement pas d'empathie, et tellement cette vision de c'est OK d'utiliser le corps de la femme comme une marchandise, que ça, il faut ouvrir la parole déjà pour essayer de déconstruire ça, au-delà de fermer des sites qui véhiculent ce type d'image. La question du manque d'empathie est bien plus générale, effectivement, à l'échelle de la société française. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot, justement, pour la jeunesse qui nous écoute beaucoup sur les réseaux, sur ce sujet-là? Alors déjà, nous, chez Méduse, on a créé cette association pour partir de vous, les jeunes, parce qu'on sait que ces sujets-là, là, on peut être des experts, des adultes, mais vous les vivez, et que nous, on veut partir de vous, vous mobiliser pour qu'en fait, la prévention, elle parte de vous. Et qu'en fait, un message de prévention, si moi, je le pense toute seule... de mon vieil âge, il sera pas aussi efficace que votre slogan que vous mettrez sur votre affiche à destination des jeunes de votre âge. Et comme on dit toujours, je me souviens d'un collège où le principal n'a rien compris à l'affiche qu'on a faite avec les jeunes. Et en fait, c'était Paris gagné, parce que elle était comprise par tous les autres élèves de leur établissement. On est curieuse de la voir, cette affiche. Monsieur Molmy, peut-être, en tant que chef de la brigade des mineurs, votre dernière pensée sur ce sujet? Bon, elle n'est pas tant pour les enfants, c'est difficile, pour moi, c'est difficile de leur parler, mais surtout aux parents, quoi. Moi, je me pose toujours la question de la pertinence de laisser une tablette ou un portable à disposition d'un gamin de 8 ans ou de 10 ans. Voilà, il faut qu'ils se méfient. Souvent, les parents ne se rendent pas compte, en réalité. Soit ils méconnaissent, ou ils veulent pas savoir. Mais quand vous discutez avec des familles, même dans le privé, vous commencez à expliquer aux gens que l'entrée du porno, c'est 8 ans et qu'à 12 ans, tous les garçons vont en voir. Vous avez des parents qui disent non, mais pas le mien. Mais si, donc c'est surtout pour les parents. Essayez de réfléchir, quand vous confiez une tablette ou un portable à un gamin, ce qu'il va aller regarder, essayez de contrôler, parce que c'est une fenêtre ouverte sur tellement de choses qu'il ne devrait pas voir que... Le problème commence par ça. Ça n'explique pas tout, mais c'est la première marche vers les problèmes, quoi.
Un dernier mot peut-être pour les victimes, les survivantes, Oui, comme vous les appelez. Moi, c'était plus à l'intention des enfants victimes de toute forme de violence, parce qu'on en a beaucoup parlé de la violence sexuelle. Moi, je les encourage très fortement à parler, ne pas avoir honte, à ne pas se sentir coupable, à savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et que peut-être que au moment où ils vont parler, l'adulte qui va recevoir l'information ne sera pas en capacité de la recevoir à ce moment-là, mais c'est pas grave. Il y aura un deuxième adulte ou un troisième adulte ou un quatrième adulte qui sera prêt à écouter et à le protéger ou la protéger par la suite, mais qu'il faut pas avoir peur de parler parce que c'est indispensable. Si on parle pas, on résout pas le problème et on peut pas vivre avec. Enfin, on peut vivre avec une fois que c'est pris en charge, mais on ne peut pas faire en sorte de le mettre dans une petite boîte et de faire comme s'il n'existait pas. Le déni, que ce soit le déni des victimes de violences ou le déni plus général de la société vis-à-vis des violences faites aux enfants, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter maintenant. D'où l'importance de créer des espaces de parole bienveillants. Merci à tous, merci d'être venus pour ce débat de Haut Micro. Et je rappelle le numéro d'urgence, le 119 pour l'enfance en danger, car il s'agit bien d'enfance dont on parle. À très bientôt au micro sur France 24.